Ana Serva-Atete. Merci beaucoup, Excellence, Madame la Présidente. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Monsieur l'ambassadeur Taher El Soni, représentant permanent de l'État de Libye, avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier le Conseil de sécurité de son appui de tous les instants en faveur de la Manul et merci d'avoir soutenu la feuille de route politique rendue possible par la Manul. Cet exposé sera plus long que les précédents étant donné l'évolution de la situation en Libye. Il demeure indispensable d'avancer sur le processus politique libyen. Les pannes électriques généralisées récentes et le mécontentement du public exacerbé par une vague de chaleur prolongée ont exposé les conséquences de la fragmentation institutionnelle, détournement généralisé des ressources publiques, des investissements trop modestes et d'une prise de décision non coordonnée, qui, en fin de compte, s'apparente à un échec de la gouvernance. Les infrastructures critiques sont de plus en plus vulnérables face à des pressions que la Libye ne peut pas ignorer, puisque cela a des effets sur les populations des 3 régions du pays. C'est la raison pour laquelle le processus politique ne se résume pas à rapprocher les divergences politiques. Il faut aussi restaurer la capacité de l'État à aider son peuple à gérer ses ressources de façon responsable dans le cadre d'institutions unifiées, fournir sécurité et résilience pour s'opposer aux risques sociaux et environnementaux du pays. Madame la Présidente, je rappelle les mesures prises par la Manul afin de promouvoir cet objectif. Il y a un an, j'ai présenté au Conseil une feuille de route qui vise à aider la Libye à enfin organiser des élections et à restaurer l'unité, la cohésion et la légitimité de ces institutions nationales. Un projet fondé sur les recommandations du comité consultatif et informé par des consultations qui ont eu lieu dans tout le pays. La feuille de route est fondée sur 3 piliers qui se renforcent mutuellement. Une voie crédible menant à des élections législatives et présidentielles, grâce à une réforme électorale, un dialogue structuré inclusif afin de relever les défis de gouvernance qui sapent la paix, la stabilité et la réunification des institutions exécutives grâce à un gouvernement unifié préparant le pays à des élections afin que les autorités étatiques jouissent d'une légitimité démocratique. S'agissant du premier pilier, s'agissant de la reconstitution de la Haute Commission électorale nationale et s'agissant du cadre juridique et constitutionnel, les progrès ont fait du surplace dans la Chambre des représentants et dans le Haut Conseil d'État en dépit de nos efforts visant à les promouvoir grâce au dialogue dans les 2 chambres. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, vous rappellerez que début 2026, il nous est apparu que l'impasse exigeait un mécanisme plus précis. Dès lors, la Manul a établi la petite réunion, Small Convening, qu'on appelle aussi le comité 4+4. Depuis sa toute première réunion, le 29 avril, ce petit groupe s'est réuni à 7 reprises sous les auspices de la Manul. 4 fois depuis mon dernier exposé. La prochaine réunion aura lieu le 20 août. Ce groupe parvient à ses conclusions et a examiné certaines des questions les plus épineuses dans le cadre constitutionnel et juridique des élections et s'agissant de la reconstitution du bureau de la Haute Commission électorale. Les dernières mesures sous-entendent de se mettre d'accord sur un mécanisme pour en entériner les résultats. En plus de ces réunions, la Manul a pris à bras-le-corps notre pied de la feuille de route avec, le 6 juin, la fin du processus du dialogue structuré de 6 mois. Ces recommandations que j'ai présentées au Conseil de sécurité lors de mon dernier exposé portent sur la gouvernance, l'économie, la sécurité, les mesures de réconciliation et les droits humains. Ces résultats informent non seulement le processus politique immédiat, mais aussi offrent les premières moutures d'un cadre national pour guider les autorités présentes et futures dans les priorités et les hiérarchies des réformes pour unifier et renforcer les institutions d'État et établir une Libye plus stable et prospère. Le 16 août, nous avons tenu une réunion avec les membres du groupe de travail politique du Comité international sur la Libye du processus de Berlin, afin de faire le point sur les progrès et afin d'entendre leurs réactions quant à la mise en œuvre en cours de la feuille de route, gardant à l'esprit, bien sûr, les défis politiques qui, pour l'instant, sont en présence en Libye. Alors que le petit groupe conclut ses travaux, nous sommes en train de réfléchir aux meilleures façons de passer au prochain jalon de la feuille de route, c'est-à-dire permettre l'unification du gouvernement et des institutions capables de mener le pays lors d'élections.
Nous espérons que les parties prenantes libyennes continueront à être constructives afin de faire avancer cette phase avec une prise en charge et une acceptation nationale généralisée. La MANUL consultera les parties prenantes libyennes, les membres du Conseil de sécurité et les grands partenaires internationaux afin d'adapter la feuille de route lorsque ce sera nécessaire, tout en restant très attaché à ses objectifs et en faisant fond sur la disposition des accords politiques existants, des cadres juridiques et des résultats du dialogue structuré. Madame la Présidente, le 29 juillet, le Haut Conseil d'État a tenu ses élections annuelles pour renouveler son bureau présidentiel. Je félicite le nouveau bureau et il me tarde de coopérer constructivement avec les membres du Haut Conseil d'État dans la promotion de la feuille de route rendue possible par la MANUL. Il est évident qu'il faut continuer à faire avancer le processus politique étant donné les défis au quotidien pour les Libyens et les Libyens. Le gouvernement a la responsabilité de s'assurer de la bonne gestion financière prudente des ressources du pays, de fournir des biens publics, des services et de garantir la sûreté et la sécurité des populations, quel que soit leur lieu de vie. C'est le minimum minimorum. Au-delà de cela, davantage de stabilité économique et des améliorations tangibles au quotidien pour les Libyennes et Libyens seraient très positifs. En juillet, des coupures d'électricité généralisées ont frappé de larges régions du pays, perturbant l'approvisionnement en eau et électricité pour des centaines de milliers de Libyennes et Libyens. Ces coupures ont continué en août. Tout cela après la perte de capacité de génération, après des semaines de détérioration liées à des pénuries de carburant, ce qui a rendu le gaz moins disponible et ce qui exerce des pressions sur un réseau électrique déjà très fragile. Alors que le pays ne manque pas de ressources, ce qui est une contradiction, et alors que le pays a les ressources pétrolières les plus importantes du continent africain. Il y a un paradoxe ici. Selon la compagnie nationale pétrolière, la NOC, environ 1 milliard de dollars américains sont dépensés tous les mois en importation de carburant et pourtant il demeure des coupures d'électricité. Il y a des détournements dans les secteurs de la sécurité et de l'électricité, comme je l'ai dit lors des exposés précédents. Ce qui souligne le fait qu'il faut davantage de supervision, d'application des principes de redevabilité et de coordination pour que les ressources publiques soient utilisées pour fournir les services indispensables aux Libyens et Libyens. Le détournement du carburant subventionné est une utilisation abusive inacceptable des ressources publiques et les responsables doivent faire l'objet d'une enquête et doivent répondre de leurs actes. Les Libyens et Libyens ne devraient pas payer le prix de ces pratiques abusives. Le même impératif s'applique à la trajectoire fiscale libyenne de façon plus générale. En juin, la Banque centrale de Libye a débuté la mise en œuvre d'une augmentation des salaires pour personnel sécuritaire et militaire dans l'est de Libye après la demande de l'armée nationale libyenne en décembre 2025 et après l'adoption de législation à cet égard dans la Chambre des représentants. Une demande aurait été faite auprès de la Banque centrale pour l'ouest de la Libye. Toute augmentation non planifiée des dépenses récurrentes comme les salaires et le carburant subventionné risque de mettre en péril la discipline fiscale envisagée dans le cadre du programme de développement unifié. Et ce cadre est une base importante pour la bonne gestion des revenus fluctuants issus du pétrole et pour réduire autant que faire se peut les dépenses. On y prévoit aussi de rediriger les surplus issus de la vente de pétrole pour le développement. Cela étant dit, la pleine mise en œuvre du programme fait du surplace, même s'il y a des indications qui disent que des efforts sont en cours pour mener une politique d'allocation opérationnelle pour la Corporation nationale du pétrole. La crédibilité du programme dépendra en fin de compte du respect et de la mise en œuvre des paramètres. La Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État, qui sont signataires du programme de développement unifié, ont aussi des responsabilités de supervision s'agissant de la conformité vis-à-vis de son cadre et une obligation de garantir que les dispositions de l'accord pertinent sont respectées dans le cadre du processus de prise de décision interne. Le 9 août, le gouverneur de la Banque centrale de Libye a envoyé une lettre aux deux chambres demandant à être relevé de sa position, ce qui indique qu'il existe des pressions de plus en plus importantes dans la Banque centrale. Le genre de pression que le programme est censé contenir. Les préoccupations affichées par le gouverneur devraient être traitées avec sérieux et avec un sentiment d'empressement. Nous encourageons la Banque centrale à reprendre la publication de ses revenus et dépenses de ses bulletins mensuels tels qu'annoncés afin de promouvoir davantage de redevabilité et de transparence. Madame la Présidente, rappelons les défis dans
la désignation du gouverneur de la Banque centrale en 2024, nous pensons qu'il est important que tous les acteurs politiques libyens et que toutes les institutions honorent leurs responsabilités pleinement et soutiennent le gouverneur et la Banque centrale dans l'exercice de leurs fonctions légitimes, ce qui permettra à l'État d'honorer ses obligations financières au titre des chapitres dépenses du budget. Nous exhortons aussi à ce que des efforts soient consentis pour que les dépenses publiques soient bien contrôlées et que les parties adhèrent aux paramètres du programme. La crise de l'électricité a des effets sur toutes les zones du pays et a aussi provoqué des manifestations, surtout dans l'ouest de Libye. Après des manifestations sporadiques après les coupures d'électricité en juillet, des campagnes de désobéissance civile plus organisées ont eu lieu du 26 au 29 juillet avec des grèves, des perturbations temporaires dans des États et dans certaines installations énergétiques. Ces manifestations appelaient à un changement de gouvernement notamment et ont commencé à perdre en vigueur à partir du 2 août. Un dialogue récent entre le gouvernement et l'instance de dissuasion et de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ont mené à un accord s'agissant des modalités sécuritaires dans la capitale, ce qui permettrait une désescalade à Tripoli, créer des possibilités de modalités sécuritaires, et j'espère que ce processus pourra gagner en vigueur. L'environnement sécuritaire le long de la côte occidentale de la Libye demeure précaire, puisqu'il existe une véritable compétition entre des acteurs armés qui font dans le trafic de stupéfiants, dans la traite de personnes et dans le trafic de carburant. Le 3 août, des confrontations ont eu lieu entre ces acteurs dans les zones de Zawiya et de Sorman avec un bilan humain très lourd. En outre, l'utilisation de drones contre une raffinerie de pétrole et d'autres infrastructures vitales à Zawiya représente un fait nouveau préoccupant, suggérant une prise pour cible délibérée d'une infrastructure pétrolière causant des dommages structurels, des risques d'incendie et une perturbation de l'approvisionnement en eau. Le 10 août, la NOC a déclaré plutôt un état d'urgence dans la raffinerie et a appelé à ce qu'une enquête soit menée sur ces attaques. Les frappes sur les infrastructures civiles exigent une enquête et les coupables doivent répondre de leurs actes. Cela a des effets pour Zawiya et Sorman, mais aussi sur l'acheminement des biens publics et des services à la population de l'ouest du pays de façon plus générale. Ces faits soulignent aussi qu'il est urgent de mettre au point une institution sécuritaire unifiée, neutre et professionnelle capable d'asseoir une autorité effective au titre de l'état de droit. Je me félicite de la création du comité sur les modalités sécuritaires de la région ouest par le chef d'état-major général de division Namrouche, dirigé par le représentant de la commission militaire conjointe 5+5 et la création et le déploiement d'une force de sécurité militaire conjointe le long de la route de la côte ouest pour restaurer le calme. Ces mesures peuvent mettre fin à la violence si elles sont soutenues comme il se doit. Et j'exhorte le Premier ministre et le gouvernement d'unité nationale à fournir des ressources indispensables afin de gérer la situation de façon durable. La MANUL continuera à fournir un appui technique au comité sur les modalités sécuritaires et nous continuerons à contacter les acteurs locaux, municipaux, sécuritaires et politiques afin d'éviter toute violence supplémentaire et restaurer la paix de façon plus pérenne. J'adresse toutes mes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu des proches ou qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés lors de ces confrontations. Nous notons aussi qu'il y a eu un incident violent à Benghazi avec l'assassinat du général de division Fazwi Mansouri, directeur du département du renseignement militaire de l'armée nationale libyenne, le 10 août, dans un attentat à la voiture piégée. Nous condamnons les actes de violence ciblés et appelons les autorités à mener l'enquête et à s'assurer que les responsables répondront de leurs actes. Nous adressons nos condoléances à ses collègues de l'armée libyenne nationale et à ses proches. Plus positif, les deux chefs d'état-major pour l'Ouest et l'Est, Salah Eddin al-Namrouch et Khaled Haftar, se sont réunis à Sirte le 12 juillet. La commission militaire 5+5, le comité militaire 3+3 ont y aussi participé au titre du dossier américain et de la MANUL. Lors de cette réunion, nous nous sommes rendus compte qu'il était tout à fait possible de faire dans le renforcement de la confiance. Les chefs d'état-major se sont mis d'accord sur la création d'une force conjointe à la frontière et se sont entendus pour mener une coordination régulière et une formation harmonisée. Ces activités convenues, lorsqu'elles seront mises en œuvre, seront un fondement solide pour une unification militaire plus générale. Madame la Présidente, la violence persiste en Libye, ce qui souligne le fait qu'il faut préserver la sécurité nationale et ses institutions.
Cela étant dit, toute élection, toute désignation contestée risque d'aggraver la fragmentation. Le 28 juin, le Conseil présidentiel a émis un décret mettant à pied le directeur du service de renseignement général libyen et a désigné un successeur qui était remis en question par les vice-présidents du Conseil présidentiel, ce qui a provoqué toute une série de problèmes. J'appelle les Libyens à régler de façon pacifique ce différend dans le cadre de l'accord politique libyen grâce au consensus pour préserver l'unité et le caractère national de cette institution. Nous le regrettons, mais la fragmentation du système judiciaire persiste, comme je l'ai dit au Conseil de sécurité par le passé. Les résultats des procès liés à la mise à pied et à la désignation de ce chef du renseignement prouve bien que la situation doit être prise à bras le corps immédiatement. Madame la Présidente, les femmes en Libye continuent d'appeler à une participation pleine sur un pied d'égalité significative et sûre à la vie publique. Je suis préoccupé par la multiplication des discours de haine et des vagues d'intimidation et de désinformation ciblant les femmes et cherchant à bâillonner ou marginaliser leur voix. Une vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux en juillet présentait une femme fouettée en public par la police judiciaire à Saba. Je me félicite de l'appel à l'enquête des autorités libyennes, mais cet incident prouve bien qu'il faut, et c'est urgent, respecter les procédures juridiques, les garanties juridiques et les obligations libyennes au titre des droits humains. Ces faits vont à l'encontre de l'aspiration de la Libye, c'est-à-dire de voir un rôle accru pour les femmes dans le cadre de la paix et de la sécurité internationale, avec un engagement en faveur des droits humains, de l'inclusion, de la dignité et de l'égalité. La protection des droits et la participation des femmes dans tous les aspects de la vie publique sont des éléments indispensables de la transition politique de la Libye et d'une paix pérenne dans le pays. Dans le même temps, en Libye de l'Ouest et de l'Est, des efforts d'amélioration des conditions carcérales ont continué, notamment avec la tenue de la première conférence internationale de Benghazi sur la justice et la réforme le 29 et le 30 juillet dernier. Ces efforts cruciaux doivent se traduire désormais en mesures tangibles. Une réforme législative indispensable, la libération des personnes détenues de façon arbitraire, une indépendance pour les personnes qui sont censées surveiller les installations carcérales et les enquêtes lorsqu'il y a des accusations d'atteinte. Les populations sont vulnérables et la riposte humanitaire pour l'instant n'avance pas. La fermeture du bureau du HCDH empêche l'accès des services de protection indispensables. J'appelle les autorités à préserver l'espace humanitaire, à s'opposer à l'incitation et à honorer leurs responsabilités vis-à-vis des réfugiés, des demandeurs, demandeuses d'asile et migrants, migrantes en besoin de protection. Madame la Présidente, je l'ai noté d'entrée de jeu. Les pressions climatiques rendent les conséquences d'une gouvernance faible et fracturée en Libye plus sévères encore. Et dès lors, je me félicite du fait que le 7 juillet, un cadre climatique stratégique pour la Libye a été adopté, notamment une première contribution déterminée au plan national, un plan d'adaptation au plan national et la première communication nationale au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC, sans oublier l'adoption d'une stratégie sécuritaire nationale pour l'eau adoptée en avril. Ce cadre établit un fondement important pour la sécurité hydrique, pour l'énergie renouvelable et pour l'adaptation climatique. Il permet aussi, sans doute, de galvaniser le soutien international. Son importance sera jugée non pas à l'aune de ce qui est adopté sur le papier, mais bien de ce qui est mis en place sur le terrain en Libye et à l'aune des résultats tangibles pour les populations. Madame la Présidente, la feuille de route facilitée par la MANUL a fait des progrès importants. Le dialogue structuré s'est conclu et les 2 premiers jalons de la feuille de route ont bien avancé, avec notamment des percées sur les dossiers les plus sensibles. Cela étant dit, il est important de noter que les progrès n'exigent pas uniquement des efforts de la mission, mais aussi une volonté pérenne des acteurs politiques libyens dans le cadre d'un travail constructif. Nous continuerons à travailler avec toutes les parties. Nous continuerons à entretenir des débats, des consultations, afin de répondre à toute préoccupation, à toute erreur de jugement, et afin d'établir une confiance qui permettra de promouvoir la feuille de route. Établir des initiatives et des axes de travail parallèles, en fin de compte, font qu'il sera
difficile de ne pas dilapider les efforts et nous pensons qu'il faudra un volet unique. Nous débutons une phase critique avec des institutions unifiées, des conditions nécessaires à des élections inclusives. Et pour cela, il faut une volonté politique, un compromis de la part des parties prenantes libyens et une priorité donnée aux intérêts des Libyennes et Libyens dans tout le pays. Et l'appui international, coordonné, pérenne, sera aussi indispensable. La feuille de route exigera sans doute plus de temps qu'on le pensait. Ce n'est pas pour autant une perte de temps, non, c'est une adaptation nécessaire aux réalités politiques et une adaptation aux volontés des parties prenantes libyennes et des parties prenantes internationales. La mission continuera à faire de son mieux, et ce, avec détermination. Ça n'a pas été facile pour l'instant, mais les progrès sont tout à fait possibles. Pour ce faire, il faudra de la bonne volonté politique, un sentiment d'acceptation de responsabilité, une persistance, une abnégation de la part de toutes les parties prenantes. La mission continuera à soutenir les Libyens et Libyennes dans la construction d'institutions légitimes et efficaces qu'ils et elles méritent. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank Ms. Tete. Je remercie Madame Tété de son exposé.